Mais dis-moi, c'est quoi le concept? La décolonialité. La décolonialité, c'est d'abord et avant tout la traduction d'un concept espagnol, la décolonialidad, pensée et construite à la fin des années 90, début 2000, en Amérique du Sud autour du groupe Modernité Colonialité. Parmi ses membres, on trouve notamment Enrique Dussel, Arturo Escobar, Santiago Castro Gomes, Ramon Grossfogel, Catherine Walsh et Walter Mignolo. Mignolo, justement, affirme que la décolonialité est avant tout originaire du tiers-monde, puisqu'elle s'affirme à la suite de la conférence de Bandung de 1955 et de la conférence des pays non alignés de Belgrade 61. Le concept prolonge la pensée d'Edouard Saïd et son ouvrage Orientalisme, publié en 78, mais plus encore les écrits de Franz Fanon. La colonialité montre les liens entre modernité et colonialisme. Elle ne doit donc pas être confondue avec la colonisation. Le colonialisme, c'est un régime économico-politico-juridique au sein duquel la souveraineté d'individus est appropriée et dominée par d'autres. Le plus souvent, c'est une nation qui est contrôlée et violemment conquise, colonisée, par une autre. D'après Enrique Dussel, la modernité, c'est un système dans lequel la société européenne s'appuie sur l'idée de progrès, de développement et du mythe de la civilisation et est promue au rang de modèle à vocation universelle. La colonialité, c'est un concept donc qui montre la persistance de domination et de formes de pensée modernes et coloniales dans le monde contemporain et qui met en exergue ses influences dans tous les champs de la société. La décolonialité cherche à sortir de cette colonialité globale, ou pour le dire autrement, à interroger et à modifier les éléments qui produisent l'imaginaire collectif et social. Pour prendre un exemple concret, les cartes portent une vision traduisant cette colonialité. La projection de Mercator, qui place l'Europe au centre du monde, en est la parfaite illustration. Loin d'être la seule projection existante, elle est pourtant la plus répandue, la plus diffusée. Tout simplement parce qu'elle permet d'affirmer la puissance et la domination d'un espace sur les autres, l'Europe. La cartographie du monde reproduit donc une vision moderne et coloniale, et la projection australe n'est pas, comme on pourrait le croire, une carte à l'envers, mais montre une autre sensibilité au monde, tout aussi juste et correcte. La colonialité s'articule autour de 4 axes, la colonialité du pouvoir, du savoir, de l'être, et enfin la colonialité du genre. La colonialité du pouvoir est le premier regard des coloniales. Elle a été introduite par Hannibal Quirano en 1992. La colonialité du pouvoir ou colonialité del poder montre les liens entre la domination eurocentrée à l'origine de l'organisation capitaliste du travail mondial et l'imposition de l'idée de race. En d'autres termes, elle montre l'interrelation entre les formes modernes de l'exploitation et la domination. Quirano explique ainsi que l'idée de classification raciale et raciste se fonde au début de l'Amérique coloniale avec la controverse de Valladolid. Elle associe différenciation biologique et capacité de développement différenciée, différentes identités sociales, européens, non européens, à différents degrés d'humanité. Les rapports de domination se fondent ainsi sur l'idée que certains êtres seraient sous-développés et primitifs, quand d'autres seraient plus civilisés et nécessairement les dominants. Pirano montre ainsi la persistance du racisme dans le monde contemporain, affirmant que l'idée de race est sans doute l'instrument de domination sociale le plus efficace inventé ces 500 dernières années. Pour défendre plus encore la légitimité de sa domination, l'Europe moderne a construit l'idée de différence entre le sujet, raison, esprit, d'une part, et le corps, objet naturel, de l'autre. Le sujet serait lié à la figure de l'homme blanc hétérosexuel européen et le corps au colonisé. La colonialité du pouvoir se traduit ainsi par une domination de la pensée et des stratégies eurocentrées, dont la première constitue le capitalisme. Pour prendre un exemple concret de la construction de cette colonialité du pouvoir, on peut s'intéresser aux expositions universelles coloniales. L'exposition coloniale, dite internationale de Paris 1931, montre bien ce processus de colonialité. Créer et impacter directement l'imaginaire de ses visiteurs en diffusant une image racialisée, animalisée et dominée des individus colonisés. Racialisée pour justifier l'idée de différence biologique, animalisée pour justifier l'idée d'infériorité de certains individus, dominée pour justifier le modèle civilisationnel qu'offrirait la colonisation. En d'autres termes, promouvoir une idéologie impérialiste de la puissance française. La colonialité du savoir est directement liée à la colonialité du pouvoir. Elle a été introduite par Edgar Lander, puis développée par Walter Mignolo. Elle avance l'idée qu'il existe un privilège énonciatif eurocentré. Elle cherche donc à démontrer que la production de connaissances s'appuie toujours sur une logique de différenciation biologique pour délégitimer, invisibiliser et rendre inférieure toute connaissance non occidentale. Mignolo explique ainsi que pour préserver le privilège énonciatif des institutions, des hommes et des catégories de pensée de la Renaissance et des Lumières, le racisme moderne colonial, autrement dit la logique de racialisation apparue au XVIe siècle, à 2 dimensions et un seul but, classé comme inférieur et extérieur. Face à la violence épistémique, c'est-à-dire à l'invisibilisation de savoir et à la négation des formes de pensée et des connaissances jugées subalternes, Mignolo appelle à une désobéissance épistémologique. Il invite à questionner l'énonciation, à questionner la production de connaissances, pour révéler que les différences concernant l'autre
ne sont qu'une invention discursive, tout comme les hiérarchies qui en découlent. Il ne s'agit pas de renverser le processus de domination en créant une autre domination épistémologique, par exemple utiliser uniquement des sources latino-américaines, mais bien de réfléchir de manière défrontiérisée, non plus universelle selon une unité unique, mais pluriverselle, une multiplicité des regards mondiaux. Pour prendre un exemple concret, la remise des prix Nobel, qui contribue à une reconnaissance internationale du savoir, reste encore très largement occidentalo-centrée. La colonialité de l'être est introduite par Nelson Maldonado Torres en s'appuyant sur les écrits de Quirano et Mignolo. La colonialité de l'être montre comment derrière la colonialité, c'est une négation entière de l'être humain, pensé comme autre et de sa compréhension qui est en jeu. Elle relève de deux processus, l'invisibilisation et la déshumanisation des personnes colonisées et racisées, pensées dans le système moderne colonial dominant comme inférieures. La colonialité de l'être donne la priorité à l'expérience vécue par les êtres colonisés. Elle interroge l'impact de la colonisation et de la modernité sur le langage. Maldonado Torres s'appuie notamment sur l'idée philosophique moderne du cartésianisme « je pense donc je suis » qui contribue à la colonialité de l'être, les autres ne pensent pas donc ne sont pas. Il développe ainsi la figure du damné, un non-être qui soit ou bien invisible ou bien excessivement visible et confronté chaque jour de sa vie à la mort. Maldonado Torres exprime ainsi l'idée que la colonialité de l'être fait référence à la violation du sens de l'altérité humaine au point que l'alter ego devienne un subalterne. La colonialité de l'être met donc en lumière la construction binaire du monde par la pensée coloniale moderne, colonisateur-colonisé, Europe, non-Europe, peau claire, peau foncée, homme, femme, comme élément de justification de la négation d'une partie de l'humanité. Concrètement, Maldonado Torres invite à la transmodernité, c'est-à-dire à penser de manière critique la modernité-colonialité et à partir de positions épistémiques différentes, incluant notamment la reconnaissance des productions intellectuelles des êtres jugés subalternes et à comprendre les mécanismes à l'origine de cette invisibilisation. Le quatrième et dernier regard décolonial majeur, c'est le concept de décolonialité du genre que l'on doit à Maria Lugones. La colonialité du genre complète les apports précédents en liant les injustices liées aux constructions des idéaux de race à celles liées au genre. La colonialité de genre insiste donc sur les inégalités de genre, l'exclusion des femmes du pouvoir et la négation des femmes racisées, s'appuyant notamment sur les travaux menés par Oyeronki Oyewumi et Paula Allen Goon. Maria Lugones montre comment les femmes sont colonisées et ramenées à un statut de sexe biologique pour justifier leur domination et exclusion du pouvoir. Plus encore, elle montre comment les femmes racisées subissent un processus d'animalisation et finalement la négation même du statut d'être humain. Lugones insiste sur le caractère hétérosexualiste et patriarcal de la société capitaliste eurocentrée. De plus, elle met en avant le paradigme sexuel binaire institutionnel, ou pour le dire autrement, le pouvoir qu'ont les institutions d'assigner aux individus un genre particulier, soit fille, soit garçon. Ainsi, si on est toutes classées selon le genre et la race, en revanche, on ne fait pas tous face à la domination en fonction de ces catégorisations. Plus encore, Lugones a construit l'idée de système de genre moderne colonial pour montrer comment la conception du genre et de la domination masculine a été importée et imposée par les colonisateurs européens blancs aux individus colonisés. Elle a depuis été incorporée par la majorité de la population mondiale, légitimant une double hiérarchie de genre et de race, catégorie pourtant fictive. La production capitaliste est ainsi basée sur un contrôle patriarcal et racialisé. Maria Lugones explique ainsi que la réduction du genre au domaine privé, au contrôle sur le sexe, ses ressources et ses produits est une question d'idéologie, de production cognitive de la modernité qui comprenait la race comme genrée et le genre comme racisé. La race n'est pas plus mythique ni plus fictive que le genre, les deux sont de puissantes fictions. La perspective coloniale et décoloniale est donc, comme le dit Hannibal Quirano, de sortir de la prison de l'eurocentrisme en tant qu'orientation des connaissances, pour se libérer définitivement de l'idée de race et du racisme, ainsi que des rapports de domination entre genres. Concrètement, cela signifie qu'il est nécessaire d'affirmer que l'entreprise de décolonisation ne met pas fin aux classifications hiérarchiques coloniales puisque les inégalités raciales et genrées persistent. Que la décolonisation n'est pas terminée, mais que l'universalisme cache en réalité un eurocentrisme et qu'il faut tendre vers un pluriversalisme, c'est-à-dire une production et une reconnaissance des savoirs en dépassant les frontières tracées. Et que la décolonialité a pour finalité de supprimer les classifications racistes et sexistes et d'une manière générale, tout système classificatoire discriminant. Donc pourrais-je dire mettre fin à l'altérisme, qui serait défini comme toute pensée classifiant et infériorisant des êtres en fonction de différences réelles ou supposées. J'espère que ce concept de décolonialité est désormais plus explicite pour vous.
N'hésitez pas à faire un tour sur mon site, vous pouvez également laisser un commentaire directement sous la vidéo ou me contacter par Twitter ou par mail. Et n'oubliez pas, la vie, c'est d'abord des rencontres, alors apprenez, échangez, voyagez. BHVAT